Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. En cette journée internationale des droits des femmes, le vrai dialogue consacre une édition spéciale à un fléau toujours d'actualité, les violences faites aux femmes. Malgré les engagements politiques et les instruments juridiques existants, l'Union européenne ne dispose toujours pas d'un cadre contraignant garantissant une protection efficace des victimes. Les chiffres sont alarmants. En Europe, 7 femmes meurent chaque jour sous les coups de leur conjoint ou d'un membre de leur famille, selon les Nations Unies. À l'échelle mondiale, 51 100 femmes et filles ont été tuées par leur conjoint ou un proche en 2023. Et toujours, selon l'ONU, les femmes les plus vulnérables sont les plus exposées. En Europe, les disparités entre États membres persistent. En France, où la lutte contre les violences faites aux femmes a été déclarée grande cause nationale, la situation reste préoccupante. En 2023, les forces de l'ordre ont enregistré 271 000 victimes de violences conjugales, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Nous évoquerons l'histoire de Madame Malika Daoust, victime de violences conjugales, car elle illustre les failles de nos systèmes judiciaires. Son affaire pose une question fondamentale. Existe-t-il une justice à deux vitesses? Pourquoi certaines victimes semblent-elles moins protégées que d'autres? Le traitement des violences faites aux femmes dépend-il de leur statut social, de leur origine ou des liens de l'agresseur avec le pouvoir? Et quid de l'autre violence invisible en France? Quand l'État protège l'agresseur et abandonne la victime issue de l'immigration maghrébine, quels progrès ont été réalisés? Quels obstacles restent à surmonter? Comment garantir une protection réelle et équitable pour toutes les femmes? Pour en débattre, j'accueille Estelle Keulemans, eurodéputée et belge et du groupe des socialistes et démocrates, Emma Fourreau, eurodéputée française du groupe de la gauche, Diane Prota, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans les affaires de violences conjugales, Xavier Azelbert, journaliste scientifique à France Soir. Madame, Monsieur, le vrai dialogue, c'est tout de suite. Mesdames, bonjour. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je dois dire que je n'ai jamais eu autant de femmes sur le plateau. J'en suis ravie. On est le 8 mars, normal. On va parler des femmes. Vous le savez, mesdames, monsieur, que chaque jour, 7 femmes meurent en Europe suite à des coups en provenance d'un mari, un conjoint ou d'un membre de la famille. Une réaction. Je commence par Madame Prota. Une réaction, c'est que ce sont des chiffres qui sont absolument terribles, car quand on se retrouve dans un procès pour meurtre ou assassinat et que l'auteur est le conjoint, le mari ou le père, les faits sont encore plus indicibles pour les victimes et il est encore plus difficile, à mon sens, de s'en remettre parce que ce contexte familial est une cause d'aggravation, est une cause de chagrin immense, encore plus dans ce cadre. Madame Fourreau. Ce qui est terrible, c'est qu'on a connaissance de ces féminicides depuis très longtemps. Il y en a beau avoir des mouvements comme MeToo qui dénoncent
toutes ces violences sexistes et sexuelles. Et pour autant, des années après, on voit qu'il y a très peu de changements. On voit même des procès extraordinaires comme celui des viols de monsieur Pellico et de 80 autres hommes. Donc on a affaire à des procès qui parfois attirent l'attention médiatiquement, puis après ça retombe et on voit que rien n'est fait, que les fonds ne sont pas mis en place pour accompagner les victimes, pour accompagner aussi la justice à pouvoir faire son travail correctement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est 0,6% des viols ou tentatives de viol qui sont condamnés. Donc on voit bien qu'il y a un problème avec d'un côté les faits qui sont extrêmement graves et violents pour toutes les femmes, parce que c'est quand même une femme sur deux qui va connaître une agression sexuelle dans sa vie. Et en face, eh bien, on voit qu'il y a un vide, qu'il n'y a pas d'accompagnement, qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une colère féministe qui gronde dans toute l'Europe aujourd'hui. Xavier? Alors moi, je pense que c'est important de regarder les chiffres parce qu'on n'est même pas certain que les chiffres soient une bonne représentation de la réalité. Alors on a un chiffre de violence et donc il y a une sous-estimation de ce chiffre-là, ce qui fait que c'est peut-être difficile pour les gens de se rendre compte de la réalité de ces violences. Alors on voit bien sur les féminicides, mais peut-être qu'il y a d'autres violences qui perdurent. Et quand on pense que ça prend 18 mois ou 24 mois à la justice pour rendre une décision, eh bien c'est 18 mois à vivre avec son bourreau. C'est parfois 18 mois de trop, on va dire. Donc la justice est très très lente. Et je pense qu'il faut aussi se pencher sur les causes de la lenteur de cette justice. Madame Colemans, sur la même question. Sur la même question, c'est qu'effectivement, ces chiffres sont effrayants. Mais ça montre bien que, alors que nous sommes au XXIe siècle, ce lieu qu'on appelle la famille et qui, pour certaines personnes, est le lieu idéalisé d'ailleurs, est malheureusement aussi le lieu où se perpétue, continue à se perpétuer beaucoup de violence, ce qui est évidemment inacceptable. C'est aussi la raison pour laquelle ça a souvent été compliqué, d'ailleurs, de rentrer dans cette intimité, celle des femmes en particulier, pour pouvoir lutter contre ces phénomènes. Comme ça a été dit, malheureusement, je crains que ces chiffres soient évidemment sous-estimés. On y reviendra sans doute. La Belgique a pris d'ailleurs, a été le premier pays européen à prendre d'ailleurs une loi pour lutter contre les féminicides, où la définition d'ailleurs du féminicide est beaucoup plus claire et beaucoup plus large que celle qui est donnée ici. Que le reste des pays membres, voilà. Et ici au Parlement européen. Et alors surtout, ma grande inquiétude, c'est que ces chiffres sont là. Il y a une prise de conscience depuis quelques années au niveau de MeToo. Mais une de mes grosses craintes, c'est que pour le moment, nous allons vivre à nouveau de grands reculs sur les droits des femmes et par rapport aux violences qui sont faites aux femmes. Mais on y reviendra peut-être dans le cadre de l'émission, parce que malheureusement, de plus en plus de jeunes hommes suivent notamment les théories masculinistes qui visent justement à avoir une recrudescence et des effets évidemment dévastateurs par rapport aux droits des femmes. Et quels progrès ont été réalisés au Parlement européen depuis la directive qui a été adoptée en mai 2024 avec, je sais, un bémol. Vous n'êtes pas arrivé ici au niveau du Parlement et peut-être de l'Union européenne à tomber d'accord sur la définition du viol. Alors, peut-être rappeler le pays, en tout cas les deux pays principaux qui ont bloqué cette question de définition du viol. Moi, je suis belge ici autour de la table, mais vous savez qu'évidemment, c'est en particulier la France et l'Allemagne on est deux. qui ont bloqué parce qu'effectivement, la France a bloqué cette définition. Parce que c'était contradictoire, mais évidemment, la pénaliste qui est là vous l'expliquera mieux que moi. Mais évidemment, cette question du consentement et de la reconnaissance du consentement est essentielle et cruciale par rapport à cette notion de viol. En tout cas, moi, j'ai deux fils adolescents, et cette notion du consentement, d'ailleurs, tant du côté du garçon que du côté de la fille, dans une relation consentie, est essentielle. Donc voilà, juste pour dire que ça, et en tout cas, nous, au niveau de la Belgique, quand on suit votre actualité, on espère évidemment que le procès dont il était question ici, déjà tout à l'heure, celui de Mme Gisèle Pellico, sur la question du consentement, pourra, je l'espère demain, pouvoir faire bouger les choses et avoir une reconnaissance du viol au niveau européen aussi. Et Maître Prota, pourquoi ce blocage de la part de la France concernant la définition commune du viol? Alors, plus globalement, j'aimerais quand même mettre ça en regard d'une décision récente de la Cour européenne des droits de l'homme, que vous avez peut-être vue, sur le devoir conjugal. Il y a une décision récente dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, qui avait condamné une femme qui avait refusé, dans le temps du mariage, mais après de longues années de mariage, d'honorer son mari. Son mari avait donc demandé le divorce pour refus du devoir conjugal et obtenu gain de cause. La justice européenne a tourné cette décision en disant que la présomption de consentement, même quand on est marié, est une difficulté en droit parce que c'est contraire à la liberté sexuelle et c'est pas parce qu'on est marié qu'on doit présumer tout de suite du consentement. Et effectivement,
c'est une vraie question. Pourquoi la France s'est opposée à la définition du viol? Alors, la définition juridique du viol en France, c'est tout acte de pénétration imposé par la violence, la contrainte morale ou la surprise. La surprise, c'est un peu plus long, mais on peut être surpris parfois, effectivement, de la personne qu'on retrouve dans son lit. Il y a des jurisprudences aussi sur cette question-là. L'Ordre des avocats, d'ailleurs, aussi se prononçait sur cette question en considérant que dire que le viol ne pouvait découler que d'une preuve de non-consentement, ça posait des difficultés réelles dans l'interprétation pour les juges. Donc la France a proposé qu'en réalité, la notion de qu'il y ait toujours dans la définition du viol une notion de contrainte physique pour faire une délimitation entre les cas où parfois on n'est pas sûr d'un consentement, il y a des choses qu'on peut regretter, si vous voulez, mais que l'acte physique de contrainte, violence ou surprise était nécessaire parce que il y a quand même une question de présomption d'innocence. Il faut quand même mettre en balance les droits des uns et des autres. Et pouvoir définir l'absence de consentement, il faut que ça soit au cas par cas. Donc la France a considéré que ça pouvait être une difficulté au regard de la présomption d'innocence. Mais d'ailleurs, c'est un problème dans cette directive de 2024 qui fait qu'elle ne va probablement pas être mise. Les directives, elles doivent être mises en place dans les droits de chacun des pays. Ils ont jusqu'en 2027 pour le faire. Et effectivement, la directive va peut-être avoir du mal à harmoniser les législations européennes s'il n'y a pas de consensus sur le viol. Mais il y a eu le même problème avec la Convention d'Istanbul, la Convention du Conseil de l'Europe, où également il y a eu un point d'achoppement qui est cette définition du viol. Est-ce que le viol doit se limiter à la preuve juste d'une absence de consentement ou est-ce que cette absence de consentement doit s'accompagner d'actes positifs? Je suis, pour ma part, en tant que pénaliste, respectueuse de la présomption d'innocence. Néanmoins, on le sait tous, la question du consentement, c'est crucial. Et l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme le dit dans cette décision sur le devoir conjugal. On dira tout à l'heure un mot par rapport à la directive européenne d'un côté et de l'autre le traité d'Istanbul. Madame Emma Fourreau, vous pensez que les États membres ont une réelle volonté politique de renforcer la protection des femmes ? Il n'y a pas de position harmonisée entre les différents États membres. Donc il y a des États qui vont être considérés comme plutôt bons élèves, comme l'Espagne, les pays nordiques. Mais on a encore des États comme la Hongrie, par exemple, qui ont des politiques profondément misogynes contre les femmes et donc qui rajoutent de la douleur et de la violence sur des situations qui sont déjà compliquées. Je pense par exemple à la question du droit à l'IVG où on va forcer les femmes à écouter les battements de cœur du fœtus avant d'avorter. Donc ce qui est d'une violence inouïe et surtout il faut le rappeler, ce n'est pas parce qu'on interdit l'IVG ou qu'on y met des obstacles que les femmes vont arrêter d'avorter parce que on met juste en danger la vie des femmes encore plus, parce qu'il y a toujours eu des avortements dans tous les pays, à toutes les époques. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce soit fait de manière sécurisée et surtout rappeler que c'est mon corps, mon choix. Et donc, effectivement, il y a des États qui empirent la situation des femmes et on le voit même au Parlement européen, où là, la différence n'est pas tant entre pays qu'entre groupes politiques et où on voit une extrême droite qui est extrêmement violente et véhémente sur les droits des femmes ou qui va prétendre défendre les droits des femmes sur une seule question, celle de la migration, en prétendant que les violeurs sont les migrants, alors que quand on regarde les chiffres, les victimes connaissaient dans 9 cas sur 10 leur agresseur. Xavier, j'ai interpellé l'eurodéputé par rapport à la volonté politique des États membres. Quid de la presse? Est-ce que les médias européens jouent leur vrai rôle et suffisamment pour sensibiliser à la violence faite aux femmes? Alors je partagerai le point de vue, c'est que probablement les politiques d'un côté ou de l'autre, parce que la violence faite aux femmes, que ce soit le viol ou de manière générale, elle ne devrait pas avoir de couleur politique. C'est un droit fondamental et on devrait les défendre. Et donc le problème que l'on a, c'est quand la presse est politisée, eh bien peut-être qu'elle ne défend pas les droits des femmes d'une manière apolitique, c'est-à-dire indépendant d'un côté partisan ou un autre. Tout à l'heure, on a parlé des viols. Je pense qu'on a aussi les violences de manière plus générale, qui sont bien plus larges. Mais juste un chiffre, un viol sur 1000 qui est condamné aujourd'hui. Est-ce que c'est cela qu'on appelle la justice? Et donc après, on peut se poser la question de savoir, quand un journaliste doit rapporter quelque chose, est-ce qu'il rapporte une déclaration ou est-ce qu'il rapporte une condamnation? Eh bien, quand vous avez 99% des viols qui ne sont pas condamnés, eh bien, pour un journaliste, c'est très difficile de savoir. Et quand les chiffres officiels ne sont pas clairs, qu'il n'y a pas une totale transparence, eh bien, ce que je dis, c'est que ça devient encore plus compliqué si la justice ne fait pas son travail, si l'exécutif ne fait pas son travail.
si les chiffres officiels ne sont pas rapportés, de donner une information aux Français, aux Européens, qui soit le plus factuel possible et de faire notre travail. Donc, la première des choses du journaliste, c'est d'aller vérifier ces informations. Et quand on va vérifier, eh bien, je peux vous dire, c'est un labyrinthe. Et du coup, ça devient très difficile d'avoir des chiffres harmonieux. Et on peut comprendre que ce soit difficile aussi d'avoir une interprétation harmonieuse dans les divers pays, que ce soit de la définition du viol ou des violences faites aux femmes. En tout cas, c'est une source de désaccord. Et je pense que la première des choses, c'est se dire apolitique, parce que c'est un des droits fondamentaux. Et je pense que si on défend ces droits fondamentaux, eh bien, on arrivera à avoir une meilleure réponse journalistique et médiatique. Estelle Kellermans, on a évoqué tout à l'heure cette directive de l'Union européenne qui a été adoptée à la majorité au Parlement européen au mois de mai 2024. Mais ma question est de savoir pourquoi les États membres ou l'Union européenne peinent à imposer des règles contraignantes par rapport à notre sujet. Et d'ailleurs, où est-ce qu'elle est cette directive? Elle s'est transformée en loi. Que dit la Commission européenne? Le Conseil de l'Union européenne, où est-ce qu'on en est en fait? Alors, cette directive, comme vous le dites, elle date de mai 2024, donc c'est hier. Les États membres ont toujours un délai de 2 à 3 ans pour les transposer dans l'ordre interne. Vous l'avez dit aussi, les lacunes existent au sein de cette directive et particulièrement par rapport justement à cette définition du viol, ou en tout cas le fait de simplement même pas reconnaître le viol comme étant vraiment une des violences. Alors si la violence ultime c'est le féminicide, mais le viol est quand même aussi une des violences les plus effroyables qui puissent être commises par rapport aux femmes. Si en plus les chiffres le montrent aujourd'hui, même lorsque les femmes osent porter plainte, ce qui n'est pas la majorité des cas, parce que beaucoup de femmes n'osent pas porter plainte, même pour des faits de viol, ça donne lieu à très peu de condamnations. Et même si je peux comprendre, la présomption d'innocence doit être certainement préservée en droit et par rapport à cela. Donc voilà, donc, ce qui se passe, c'est qu'on va attendre maintenant de voir ce que les États membres vont faire pour la transposition de cette directive. Ils ont 2 à 3 ans pour le faire, pour justement avoir adapter leur droit pénal pour justement avoir une répression beaucoup plus forte sur certaines de ce qui est qualifié comme justement des violences faites aux femmes, notamment le féminicide, notamment le cyberharcèlement, notamment les mutilations génitales et autres. Mais en tout cas, ce que je peux que regretter, c'est le fait que le viol ne soit pas repris dans cette directive. Et selon moi, le Parlement européen doit revenir avec cette question. Et peut-être, comme je l'ai dit, voilà, à la lumière, parce que moi je peux comprendre que par rapport au viol, on regarde la question de la contrainte physique. Moins qu'on puisse dire, c'est que dans le cas de l'affaire de Mme Gisèle Pelicot, qui a été d'un courage incroyable aussi de permettre justement la médiatisation de ce procès pour justement montrer que la question du viol, ce n'est pas qu'une question de surprise et de contrainte physique. C'est véritablement aussi une question de consentement et voilà. Maître Prota, juste, je vous relance sur le fait que l'Union européenne, de son côté, adopte au niveau du Parlement une directive, alors que déjà en 2011, le Conseil de l'Europe, et je dis bien le Conseil de l'Europe, et j'espère que les téléspectateurs fassent bien la différence entre le Conseil de l'Europe, qui englobe, je pense, 46 la pays. Russie, tous les La pays de Russie, elle l'Est, est sortie pour l'instant depuis l'affaire de l'Ukraine. C'est plutôt l'Europe géographique, on va dire, quasiment. Moins sans l'Arménie. Il y a la Turquie. Ou avec l'Arménie qui n'est pas européenne. Enfin, et puis il y a le Conseil de l'Union européenne qui est une des institutions de l'Union européenne. Donc il y a cette convention d'Istanbul qui n'est pas contraignante. Il paraîtrait que cette directive européenne de l'Union va être obligatoire. Éclairez-nous, maître. On va essayer peut-être de rétablir quand même les concepts de ce que sont les choses. Un traité international, même s'il passe
par le biais du Conseil d'Europe. C'est un traité international. Et à partir du moment où les États l'ont ratifié, il est dans leurs droits et ils doivent l'appliquer. C'est ce qui a été fait pour Istanbul par la France, à l'exception de la question du viol, mais ça a été ratifié. Et après, une fois qu'un justiciable veut invoquer les droits fondamentaux internationaux, en fait, c'est au juge, au cas par cas, on va toujours en revenir à ça, de savoir si les dispositions d'un traité international sont suffisamment précises pour pouvoir l'appliquer. Il y a beaucoup de traités internationaux qui sont des vœux pieux. Donc quand les gens viennent et disent « Monsieur le juge, le traité international prévoit que j'ai le droit d'être plus heureux », certes, madame, mais concrètement, je ne peux pas faire quelque chose pour vous. Si un traité international prévoit qu'un État doit mettre en place dans les 48 heures des solutions d'urgence en hébergement pour des femmes battues, ça, c'est une disposition suffisamment spécifique pour qu'un juge puisse donner force à ces dispositions. Donc les femmes peuvent soulever devant les juges en France la Convention d'Istanbul. La directive, il faut faire une différence aussi avec les règlements européens. Donc la Convention d'Istanbul, elle représente tous les États qui les ont signés, donc plus que l'Union européenne. La directive européenne, c'est un texte européen, comme les règlements, qui ne concerne que les 27 États qui sont membres de l'Union européenne. Les règlements européens s'appliquent directement dans le droit, c'est-à-dire que les parlements nationaux doivent les appliquer directement. Il n'y a pas de difficulté quand le Parlement européen prend des directives, elles doivent être ensuite harmonisées et c'est aux États d'avoir 3 ans pour les transposer dans leur propre droit en essayant de respecter la philosophie du Parlement européen de ces textes. Parce qu'entre ce qui a été décidé à Bruxelles et ce qui arrive, on va dire, en Hongrie, vous n'avez pas nécessairement la même chose. Mais la directive, elle est large. Et dans le temps de la transposition, les 3 ans qui viennent, les États doivent s'abstenir de prendre des mesures qui serait contradictoire avec cette directive. Donc il faut bien voir que, en fait, finalement, comme c'est à peu près les mêmes dispositions, la directive ou le traité d'Istanbul, concrètement, pour les femmes, c'est la même chose. Celles qui sont à l'intérieur de l'UE peuvent invoquer la directive, celles qui sont à l'extérieur, mais dans le périmètre, excusez-moi, où je me suis trompée, géographique un peu large du Conseil de l'Europe, le peuvent aussi. Donc c'est des avancées pour tout le monde. Par contre, au regard de la France, moi, quand j'ai passé l'examen des avocats en 2007, on devait commenter une loi sur la prévention des violences faites aux femmes. C'est ce que j'ai fait, évidemment. Et puis, j'ai regardé jusqu'en 2024. En France, il y a 13 lois qui ont été adoptées depuis 2007. C'est-à-dire, chaque année où j'étais avocat, il y en a une suivante. Et la question, c'est l'efficacité. Parce que si on regarde le droit français, très sincèrement, les dispositions des directives européennes, elles sont déjà dans notre droit français. La question, c'est comment sont-elles appliquées par les juges? Parce que là où on se rejoint, il y a un hiatus entre la Cour européenne des droits de l'homme qui dit avec ses juges que le devoir conjugal est contraire à la liberté sexuelle et un autre juge en France qui va appliquer la question du consentement différemment. Quand on dit, par exemple, je prends l'ordre des avocats, je ne suis pas l'ordre des avocats évidemment, mais je reprends parce qu'ils ont fait des résolutions là-dessus, dire on laisse entre les mains des juges, ça dépend si la justice est bien rendue, ça dépend de la mentalité des juges, ça dépend, un juge, je reprends cet exemple, mais facile, mais il est vrai, hongrois, espagnol ou danois ne va pas vous penser la même chose. Est-ce qu'on a confiance dans nos juges? Parce qu'à titre personnel, quand les choses sont bien jugées et que les textes sont bons, et que les juges écoutent les directives des parlementaires, puisque c'est d'eux dont on va appliquer le texte, ça doit bien marcher. Et ça doit bien marcher. La difficulté, c'est va-t-on vraiment faire confiance à ces juges dans le cadre du consentement pour pouvoir apprécier justement les situations? On doit faire confiance à nos juges, Emma Fourreau, mais il faut aussi peut-être faire confiance aux institutions européennes. Malheureusement, on constate un certain nombre d'inactions. Est-ce que vous ne pensez pas que quand l'Union européenne n'agit pas, est-ce que ça ne serait pas une sorte de... Est-ce que ça n'est pas dangereux pour les femmes européennes? Quand les institutions, quand les politiques de manière générale n'agissent pas, c'est être du côté de la violence patriarcale. Parce que quand on est inactif face à une situation d'une telle gravité, c'est qu'on est du côté des agresseurs, des bourreaux, et qu'on n'est pas du côté des femmes qui subissent de multiples violences. On parle effectivement de féminicide, mais c'est aussi des violences au quotidien qui peuvent être psychologiques, verbales, des violences aussi quand on regarde les écarts de salaire, etc. Enfin, c'est vraiment une panoplie très large de discrimination et de violence. Et effectivement, quand on ne met pas les moyens, y compris financiers, sur la table pour lutter contre les VSS, contre les violences sexistes et sexuelles, forcément, les résultats, ils ne suivent pas. Et forcément, c'est toujours un jour de trop. Parce que quand on dit que, par exemple, en France, c'est une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, c'est extrêmement concret.
C'est une femme qui n'a pas été aidée, qui laisse peut-être des enfants derrière elle, qui laisse une famille en deuil. C'est une vie brisée qu'on aurait pu éviter parce que c'est un problème qu'on connaît depuis extrêmement longtemps. Et on sait aussi que justement les inégalités sociales et économiques font qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas quitter leur foyer parce qu'elles n'ont rien, parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir. Et donc ces femmes, il faut les accompagner, il faut avoir des hébergements d'urgence, avoir un système qui accompagne sur le long terme et moyen terme ces femmes-là. Et tout ça, c'est défaillant dans la plupart des États européens. Et pourtant, on a la problématique. Donc effectivement, on est complice, on est OK avec le fait que le patriarcat structure encore notre société. Et donc pour ça, c'est important d'avoir aussi des femmes en politique qui s'engagent, qui dénoncent justement cette situation. Et je pense qu'on va réussir à changer les choses. On dit maintenant que la honte a changé de camp. Je pense que c'est vrai, mais maintenant, il faut aussi qu'il y ait les actes derrière. Il faut des actes derrière. On a évoqué l'agresseur et la victime, parce qu'en principe et par définition, la victime est une victime et l'agresseur est un agresseur. On a pris un cas concret aujourd'hui dans cette émission. Il s'agit d'une Française qui devait être sur le plateau avec nous. Hier, elle m'a appelée pour me dire « je ne peux pas » parce qu'elle est sous pression, parce qu'elle a reçu des menaces et elle a préféré se taire et ne pas donc venir ni à visage couvert ou découvert. On a trouvé une autre alternative. Je vous propose à tous les quatre de regarder cette capsule préparée par mon confrère à Paris, Benjamin Boutin, et puis on revient sur le plateau. Un homme accusé de violence conjugale, une enquête, un procès et au final, une relaxe. L'affaire Daoust, c'est l'histoire d'un scandale judiciaire qui pose une question. La justice est-elle vraiment la même pour tout le monde ? Malika Daoust accuse son ex-mari Antoine Daoust de l'avoir frappé violemment. Coup de poing, coup de pied, elle porte plainte en novembre 2022. Lui, de son côté, va tout nier en bloc et parle d'une simple altercation. Après plus d'1 an d'enquête, Antoine Daoust est renvoyé en correctionnel. Le procureur va demander un simple stage de prévention aux violences conjugales. C'est tout. Et là, en janvier dernier, décision de la justice, surprise, relax total. Antoine Daoust repart libre, pas de condamnation, pas de sanction, rien. Pour Malika, c'est un choc. Elle parle de banalisation des violences faites aux femmes. Son avocate dénonce une justice qui protège les puissants. Et oui, parce que Antoine Daoust est un ex-militaire, patron d'une plateforme de fact-checking qui travaille pour l'AFP, l'agence France-Presse. Il a donc des liens avec les médias et avec le pouvoir, et ça pose des questions. Certains parlent aussi de discrimination. Malika Daoust est une femme franco-algérienne face à un homme blanc, ancien militaire, médiatisé, un facteur qui aurait peut-être pesé. Le tribunal, lui, reste muet, mais Malika ne lâche rien. Elle fait appel. La justice finira-t-elle par entendre sa voix ? Rappelons quand même qu'en France, on revient de loin. Le Code civil napoléonien de 1804 établissait que l'homme devait protection à sa femme et la femme devait obéissance à son mari. Depuis l'année 2006, la loi reconnaît enfin le viol conjugal en France. Aujourd'hui encore, la grande majorité des violences faites aux femmes ne sont toujours pas rapportées à la police. Très bien. Nous avons Benjamin Boutin avec nous via Skype depuis Paris. Benjamin, bonjour. Bonjour Lila, merci pour l'accueil. Vous avez dit dans la capsule que M. Daoust, Antoine Daoust était spécialisé dans le fact-checking. Quelle est justement la limite entre le pouvoir et le contre-pouvoir et ce métier Il nous dira tout à l'heure, Xavier, si c'est un métier en bonne et due forme en France et en Europe. Ben, c'est ça, c'est l'affaire dans l'affaire. Justement, quand on parlait de cet homme qui a un certain pouvoir, il a eu le pouvoir d'une attribution totalement non conventionnelle qui est de checker, donc de fact-checker les informations que l'on reçoit sur les réseaux sociaux et autres. Et il a été missionné par l'agence France-Presse, en tout cas il a eu un contrat, donc il était sous-traitant de l'AFP, qui est l'organe officiel d'information en France, pour aller faire du fact-checking. Et on sait très bien, depuis une dizaine d'années, c'est c'est un procédé qui participe de la guerre de l'information. Parce qu'en fait, c'est ce que j'explique moi sur ma chaîne qui parle d'histoire, j'explique à ma communauté de s'intéresser à toutes les sources et de croiser les sources. Et donc pas seulement de croire que la presse officielle ou pas d'aller croire uniquement la contre-presse ou la contre-information,
mais d'aller explorer tout ce type d'informations, où il y a des gens qui font bien leur travail, qui font un travail d'enquête, et qui ne sont pas forcément journalistes ou qui n'ont pas la carte de presse. Et donc ce monsieur Daoust était un ancien militaire, il n'avait aucune légitimité à faire de la presse. Malgré tout, il s'est retrouvé propulsé à faire du fact-checking, donc c'est-à-dire à donner une information ou une contre-information, sur base de quoi on ne sait pas trop, mais clairement ça l'a mis dans un réseau de pouvoir, puisqu'on sait très bien que dans cette guerre d'information, chacun essaye de manipuler ou de convaincre l'opinion d'une certaine direction ou d'une certaine doxa, si vous voulez. Donc il a participé de cette guerre de l'information. Benjamin, merci beaucoup pour cette contribution. Je rappelle, comme vous l'avez dit, vous avez une plateforme, vous êtes sur YouTube, sur tous les réseaux. Donc votre plateforme s'appelle Benji Raconte. Vous avez une manière extraordinaire de raconter en vous basant sur la vérité vraie, avérée. Vous racontez l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup pour cette intervention. Je sais que Xavier et Maître Protin brûlent d'envie d'intervenir. Qui commence? Qui peut commenter la capsule de Benjamin? Je pense que je vais Est-ce que vous connaissez très bien le dossier? Alors oui, je connais le dossier, j'ai travaillé sur ce dossier et c'est un très bon point qu'a rappelé Benjamin en parlant de la relation de pouvoir. Parce que la relation de pouvoir devrait entraîner des devoirs et plutôt qu'entraîner des droits. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ces devoirs ont vraisemblablement été bafoués, notamment le devoir numéro 1 de la charte de Munich, qui, je rappelle, que le journaliste devrait avoir le devoir de dire la vérité, quoi qu'il lui en coûte, et de ne pas justement confondre journalisme et propagande. En l'occurrence, quand le fact-checking est là au service du pouvoir, eh bien, on se demande, est-ce qu'il est là pour servir une idéologie ou remplir un devoir? Je rappelle que Mark Zuckerberg, le propriétaire de la plateforme de Facebook, a parlé aux États-Unis devant le Sénat en disant « J'ai été obligé, on m'a demandé de supprimer du contenu ». Donc on voit bien la relation entre les puissants, entre le pouvoir. Et tout ça, ça lui a été demandé par les autorités fédérales américaines qui lui demandaient de supprimer des contenus sans fait générateur, sans éléments factuels. On sait très bien que le travail du journaliste, le travail du véritable journaliste, c'est justement de vérifier son information et de ne pas succomber à des pressions externes. Dans le cas de cette société, d'Antoine Daoust, la relation qu'il avait avec l'AFP, on peut se poser la question de qui il ciblait. Parce que le fact-checking a eu une tendance à cibler des individus, à cibler par exemple des opposants aux politiques sanitaires. C'est aujourd'hui en France, en Europe, un métier à part entière? Oui, c'est devenu un métier, mais je ne sais pas si c'est un métier qui est de marketing propagandiste ou un métier de journalisme. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le fact-checking, quand il vise et il cible des personnes, ce n'est plus du fact-checking, c'est du frappe-checking. C'est-à-dire, on se sert de cet outil pour cibler des opposants politiques. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Mark Zuckerberg l'a dit. Il a même fait un retour en arrière. Il a fait un mea culpa. C'est-à-dire qu'on a vu dans Die Welt aujourd'hui, le rédacteur en chef faire un mea culpa en disant « Nous nous sommes trompés. Nous avons succombé parfois aux volontés et aux demandes des États, aux demandes d'autorités, sans vérifier. » Et le véritable problème est ici. C'est-à-dire que quand Antoine Daoust faisait ses articles, quand il faisait ses... était-il au service d'une idéologie ou au service de l'information? C'est une véritable question. Maître Protin, je rappelle simplement que vous êtes l'avocate officielle de Mme Malika Daoust. Ça veut dire qu'en France, il y a une justice à deux vitesses? Écoutez, normalement, ce qu'on apprend, c'est que la trilogie pour lutter contre les violences conjugales, c'est prévenir, protéger et poursuivre. Il n'y a pas eu de prévention, il n'y a pas eu de protection de ma cliente et de sa fille, et a priori, pratiquement aucune poursuite. En revenant un instant, quand on explique que ma cliente est terrorisée, et sa fille aussi, ce sont des violences qui sont déroulées devant une jeune fille, c'est que c'est pris comme un permis de frapper, cette décision. Parce que pour revenir juste un instant, tout ça se passait en novembre 2022. Ma cliente a interrogé son époux justement sur ses activités de fact-checking qui lui apparaissaient anormales, et en réponse, elle a reçu des coups en présence de leur fille, qui a 12 ans. C'est ça qui s'est passé. Mais elle a reçu tellement de coups que la police a été appelée, la police est intervenue sur place, a emmené madame, a dit à madame de porter plainte, l'a emmenée
aux urgences et les unités médico-judiciaires. Donc je ne parle pas d'un médecin, les unités médico-judiciaires ont dressé un certificat d'ITT, c'est à ça qu'on mesure les violences conjugales, de 6 jours d'incapacité de travail. 6 jours, c'est énorme parce qu'au-delà de 8 jours, on n'est plus dans les mêmes termes de peine, c'est beaucoup plus. C'est très extrêmement important, 6 jours d'ITT. Et en plus, il y avait le témoignage d'une voisine qui a assisté aux violences. Avec tout ça, il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'au moment où l'homme porte plainte, finalement, on ne va pas chercher ce monsieur chez lui. Il se passe des mois. Il se passera d'ailleurs rien parce qu'il y aura une garde à vue de quelques heures, des mois après. Et finalement, il aura fallu attendre plus d'1 an et demi pour que monsieur soit envoyé devant des juridictions correctionnelles. Mais ce qui est absolument extraordinaire ici, c'est que, puisqu'on parle de moyens, je reviendrai un moment ou un autre, mais à Castres, ça se déroule à Castres, vous trouverez partout dans la Dépêche du Midi, qui est quand même un journal régional connu, des articles sur le pôle de traitement des violences conjugales par le super parquet de Castres, qui résout en temps réel, qui a des moyens, des enquêteurs, des procureurs qui ont tous l'air formidables. Et pour mes clientes, il ne se passe rien. Et au bout du compte, quand on arrive devant la juridiction, au moment de plaider, enfin, il y a un procureur. Le procureur, il est censé demander la peine pour la société et c'est quand même censé être harmonisé du nord jusqu'au sud. Alors peut-être pas dans toute l'Europe, mesdames les députées, mais au moins de Calais jusqu'à Marseille, on peut essayer d'avoir une harmonie pour qu'on comprenne une sanction pénale. Or, quand moi j'arrive, le procureur finit par dire que oui, il faut entrer en voie de condamnation, que oui, les faits sont avérés, mais demande un stage de prévention des violences conjugales. Alors moi, je ne tombe pas de ma chaise, je tombe de mon armoire. Et quand je sors de la salle d'audience, je suis prise à partie par des confrères de Castres qui viennent me voir désespérés. C'est ce qu'on dit, mais qu'est-ce que c'est votre affaire? C'est incroyable. On a entendu les faits. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu un changement de procureur, chers penseurs. C'est plus du tout la même chose aujourd'hui. On est outré de ce qui se passe. Mais moi également, parce que dans le même temps, là, on est aux réquisitions, que ce soit bien clair, pas encore à condamnation. Mais quelques jours après, moi, je vais plaider à Créteil. Je vais plaider les violences conjugales où là, la victime a un certificat médical avec 4 jours d'ITT. Pas dressé d'ailleurs par un service médico-judiciaire, mais par son médecin traitant. Eh bien, on a réclamé comme peine, le procureur contre l'auteur, 10 mois de prison avec sursis, sachant que ça, c'est le tarif habituel, j'allais dire. Donc, comment expliquer qu'à Créteil, 4 jours d'ITT, 10 mois de prison sont requis avec sursis, et à Castres, un stage de prévention contre quelqu'un dont on a vu qui est un militaire, qui est un costaud, qui fait plus d'1,90 m. Moi, vous ne voyez pas, je suis assise, mais ma cliente, elle fait ma taille. Quand elle reçoit un coup, vu la taille de ce monsieur, ça peut la tuer. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça a donc été absolument incompréhensible, et incompréhensible jusqu'au point où finalement, on prononce la relaxe de ce monsieur pour les violences contre sa femme, mais aussi contre sa fille, sachant que ce monsieur a dit en audience que sa petite fille, qui avait reçu à un autre moment un coup d'une portière très fort dans la figure, a terminé aux urgences avec traumatisme crânien. Et monsieur a expliqué que ce jour-là, c'était la portière de la voiture, c'était le vent qui l'avait refermé sur la tête de la petite fille. Excusez-moi, quand on parle de faire confiance au juge, c'est là que je m'interroge, effectivement. Que s'est-il passé dans cette affaire? Y a-t-il une protection? Moi, d'expérience professionnelle, je trouve ça incroyable. Ça choque tout le monde de dire un stage de prévention des violences conjugales quand vous avez donné 6 jours d'ITT. C'est incroyable. Et là, on est obligé de se poser la question, effectivement, de cette justice à 2 vitesses qui protège certains puissants au détriment des femmes qui, elles, restent dans la détresse et dans l'absence de protection. Aujourd'hui, c'est un permis de frapper, cette décision, pour ma cliente. Et c'est pour ça qu'elle est terrorisée comme sa fille. Vous m'avez dit, hein, madame Tollemans, que vous étiez syndicaliste, vous l'êtes toujours, hein, au niveau de la Belgique. Comment, selon vous, il faut faire pour harmoniser la protection des victimes européennes au niveau des institutions et au niveau des États membres, comme première question, et comme sous-question, quid de la situation en Belgique? Et quand vous entendez, vous, femmes, syndicalistes, responsables politiques, l'histoire de Malika Daoust, quel est votre ressenti? D'abord, le cas ici, il couvre plusieurs aspects. Il y a l'aspect, le danger, en tout cas, de la manipulation de la presse ou d'une forme de liberté de presse d'un point de vue démocratique, mais ça vaudrait un débat à part entière avec ce qui se passe via des réseaux sociaux et autres, et ce qu'on appelle des guerres hybrides. Voilà. Le deuxième aspect, c'est effectivement la question d'une justice à 2 vitesses ou d'une justice de classe, comme on pourrait le dire, ou en tout cas qui privilégierait certains ou autres
ça peut nous faire penser à des heures vraiment les plus sombres parfois de notre histoire. Alors, est-ce que c'est une réalité? Moi, j'aime à penser que ici, c'est je l'espère, une exception qui confirme la règle. En Belgique, on a connu un cas un peu similaire, notamment dans le cadre d'un bizutage d'un jeune, vous voyez, à l'université, d'un jeune d'origine étrangère. Et les 4 qui avaient effectivement pratiqué ce bizutage, mais qui avaient duré, enfin, c'est vraiment des scènes de torture qui ont duré plusieurs jours et qui ont conduit à la mort de ce jeune, dont il s'agit bien de ça. Et effectivement, les 4 jeunes qui en étaient coupables, venant de familles plutôt privilégiées qui les ont protégés, n'ont eu finalement aussi un peu de travail d'intérêt général et effectivement aucune plainte reprise dans leur casier judiciaire pour ne pas que ça porte préjudice à leur carrière pour la suite. Donc voilà, malheureusement, des exceptions comme ça, elles existent partout. Moi, ce que j'ai envie de voir surtout aussi, c'est que voilà, quand même cette directive qui est là, même si elle est perfectible sur certains aspects, en particulier le viol, elle vise justement à harmoniser les peines. D'abord, en tout cas, anticiper aussi sur la question de la prévention des femmes et donc elle traite toute la question notamment des ordonnances d'éloignement par rapport à un mari qui pourrait être violent. Elle traite évidemment à l'harmonisation des peines et notamment reconnaît ce qu'on appelle le revenge porn, donc qui est effectivement un phénomène qui se développe de plus en plus où dans le cas de relations entre 2 jeunes, des photos nus, en tout cas, sont après utilisés par un des 2 partenaires et diffusés très largement sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quand même des aspects positifs dans cette directive. Moi, je voudrais juste revenir sur une chose en particulier qui m'interpelle par rapport au cas de Mme Daoud, que je ne connaissais pas ici, en l'occurrence, mais c'est que finalement... La question est de savoir, par rapport aux violences qui sont faites aux femmes, d'abord, il y a la question de la déclaration et de la reconnaissance de ces violences. Ça a été dit aussi, malheureusement, même quand ces femmes osent porter plainte, ce qui n'est pas la majorité des cas, après, la justice ne suit pas toujours. Mais la question est aussi, quelque part, et c'est ce qui m'interpelle dans le cas de figure, donc il faut savoir que le féminicide, et donc en Belgique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment le premier pays à avoir une vraie définition du féminicide et à reconnaître aussi que, quelque part, un meurtre qui est basé sur justement le fait qu'une femme soit une femme et que c'est la raison pour laquelle elle est tuée majoritairement par son partenaire, comme on l'a dit, mais aussi dans d'autres cas de figure, est une circonstance aggravante. Aujourd'hui, c'est une circonstance aggravante, tout comme un crime raciste est une circonstance aggravante, tout comme un parricide, donc le fait de tuer son père, sa mère, son enfant, a toujours été finalement dans le code pénal reconnu comme circonstance aggravante, alors qu'avant, la question du féminicide, excusez-moi, mais c'était presque une circonstance atténuante. C'est-à-dire que c'était ce qu'on appelle un crime passionnel. C'était magnifique, hein. Donc un homme tuait sa femme parce qu'il l'aimait trop. Donc, alors qu'aujourd'hui, justement... heureusement, c'est une circonstance aggravante et en particulier, comme on l'a dit, dans une sphère intime où on devrait se sentir sans doute plus protégé qu'ailleurs. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est que cette loi qui existe au niveau belge puisse être peut-être, dans le cadre d'un nouveau texte européen, diffusée plus largement au niveau européen. Je pense que c'est un élément de réflexion qui serait intéressant. Or, ce qui pose problème dans le cas de Mme Daoud, c'est que justement, si simplement ce monsieur militaire avait non pas tapé sur sa femme, ici en l'occurrence, et commis des faits de violence vis-à-vis de sa femme, mais vis-à-vis d'un homme dans la rue, ça aurait donné finalement lieu à une peine beaucoup plus lourde que cette peine de sensibilisation aux violences conjugales. Et c'est ça qui est effectivement inacceptable aussi dans le cas de figure. Et donc je peux tout à fait comprendre que le sentiment soit le sentiment en tout cas d'une personne qui n'a pas eu la peine qu'il aurait dû recourir en raison d'une protection. Moi, je vais ajouter un élément. Il ne nous reste en fait pas beaucoup le temps. Je vais juste, pour terminer ce tour de table, c'est elle qui a le droit maintenant à la parole. Le devoir même. Je reviendrai vers vous, ne vous inquiétez pas Xavier. D'abord une réaction par rapport au cas préoccupant de Mme Malika Daoust, mais aussi, selon vous, que peut faire le Parlement européen pour exercer davantage de pression sur les gouvernements des États membres par rapport à ce sujet? Sur ce cas précis, je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'on a affaire à une justice de classe, à une justice avec des biais racistes, parce que c'est quand même
frappant dans cette histoire de voir qu'on a affaire à une femme qui a peut-être moins de moyens aussi que son mari, qui est racisée et qui donc a une parole qui ne vaut absolument rien, alors qu'elle a des preuves matérielles qui corroborent justement ses propos. Donc on voit bien qu'ici, c'est très difficile ensuite d'encourager à la libération de la parole des femmes, de les encourager à porter plainte, quand ensuite on voit des exemples comme ça, où on voit qu'en fait, même si on a le courage d'aller parler, parce que c'est très difficile de parler quand on est victime de violence, surtout quand ça vient de la famille, c'est déjà très difficile. Et donc là, on voit qu'on fait tout en fait pour ne pas accueillir la parole de ces femmes quand on a des affaires comme ça. Et nous, en tout cas, en tant que parlementaires, on a ce rôle d'accompagner les mouvements féministes qui jalonnent tous nos pays, et surtout des générations de jeunes femmes qui disent en fait plus jamais ça, moi je ne me tairai plus, je ne baisserai plus la tête et je serai combative jusqu'au bout, jusqu'à la fin du patriarcat et à la fin des violences qui l'accompagnent. Donc c'est important que ces voix-là résonnent aussi au Parlement européen, de dire qu'il n'y a pas ici un système hermétique à tout ce qui se passe dans la société, qu'on est non seulement à l'écoute mais qu'on est là aussi pour légiférer concrètement. Et donc c'est important de soutenir notamment les initiatives citoyennes européennes. Il y en a une actuellement sur My Voice, My Choice qui demande un avortement accessible et sûr pour toutes les femmes en Europe, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a des initiatives très concrètes. Et il y a aussi effectivement la question qui reste à traiter, d'intégrer la notion pour moi de consentement dans la définition du viol, qui est l'un des chantiers qui est très demandé aujourd'hui par les populations. Xavier, dites ce que vous avez envie Moi, de je voulais dire, rajouter 2 points pour démontrer qu'en fin de compte, il n'y a pas que le rôle du Parlement européen aussi, mais il y a le rôle des sociétés, le rôle de la société et le rôle des entreprises. Parce que dans le cas de Malika Daoust, on a parlé de l'AFP. En fait, Malika Daoust avait écrit à l'AFP, elle avait alerté l'AFP du fait qu'il y avait un problème avec son mari. Et la personne qui a reçu, la journaliste qui a reçu son message, qui s'appelle Madame Pauline Talagan, est spécialiste des violences faites aux femmes. Et qu'est-ce qu'elle fait? Plutôt que de prendre sa déclaration au sérieux, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit à son mari. Elle écrit à Antoine Daoust et elle lui dit, voilà, j'ai reçu ça, est-ce que ça vient de toi? Et en fait, qu'est-ce qu'il lui répond? Problème réglé. Et elle lui répond, vas-y mollo Tonio, vas-y mollo Antoine. Grosso modo, ça veut dire qu'elle savait. Et donc, dans mon enquête, quand je vois ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi écrit à M. Fabrice Friss, le président de l'AFP. Parce que le travail du journaliste, c'est d'aller voir comment la société, l'AFP, va traiter l'agence France-Presse, qui est quand même censée nous informer. Elle est aussi censée nous informer sur les violences faites aux femmes. Quant au sein d'une institution comme l'AFP... C'est un organe étatique en France. C'est un organe... payé par les contribuables français. Qui dirait qu'il est indépendant de l'État, mais qui est largement financé. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réponse au sein des sociétés, cette omerta qui se passe au sein de la société, elle est importante, elle est existante. Et je pense que si on doit légiférer, on doit aussi légiférer au niveau du Parlement contre justement ce traitement de l'information. La deuxième chose qu'il y a, c'est l'harmonisation. Parce que vous avez parlé de cet élément. J'aimerais juste rappeler quelque chose. Quand il y a des violences qui sont faites à des usagers des véhicules, un policier qui prend quelqu'un en état d'ébriété, il lui enlève son permis illico, presto, de suite. Il y a des pays dans lesquels il y avait une tolérance zéro. Dans d'autres pays, c'était un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Vous connaissez tous ce slogan. Eh bien, on a quand même réussi à harmoniser et à sensibiliser les gens aux violences qui étaient faites aux automobilistes par d'autres automobilistes en état d'ébriété. Dans le cas de Malika Daoust, quand la police constate ce fait, pourquoi elle ne va pas le chercher directement? Pourquoi justement elle ne marque pas le coup? Parce que marquer le coup d'avoir perdu son permis de conduire avec immobilisation d'un véhicule, eh bien à un moment ou à un autre, tant qu'on n'aura pas les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire une harmonisation avec une réponse plus rapide, au risque de faire quelques erreurs, quelques bavures. Mais je rappelle qu'il y a un sénateur qui s'appelle le sénateur Guerriot en France, qui a drogué quelqu'un pour avoir des faveurs sexuelles. Donc, tant qu'on n'arrêtera pas ces personnes-là, illico presto, eh bien, nous n'arriverons peut-être pas à nos fins. Et la fin justifie les moyens. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'on arrête de parler et qu'on fasse. Et pourquoi je parle des policiers? C'est parce que ce sont eux qui sont souvent en première ligne pour le constater. Ils n'ont peut-être pas les moyens. Et c'est pour ça qu'après, on attend 18 mois pour avoir la justification et parfois la surprise d'avoir une non-condamnation. Je pense que c'est quand même quelque chose de très important parce qu'en 18 mois, il se passe beaucoup de choses dans les familles. Il y a de la pression. On dit à quelqu'un comme Malika, non, non, mais écoute, va pas parler, on va passer à autre chose. Et c'est là où, en fin de compte, où on dilue le problème. Et la dilution est un véritable problème, parce qu'après, vous avez des parlementaires qui doivent traiter cette dilution. Et le processus parlementaire est un processus qui est lent, qui ne correspond pas aux attentes de la victime. On n'a plus beaucoup de temps, mais je vais vous donner encore la parole une toute dernière fois. Un dernier mot, Madame Colemans.
Ce matin, j'ai pris connaissance d'une étude, moi, qui m'interpelle beaucoup, parce qu'ici, on parle du droit des femmes. On a quand même cette directive qui est là, même si elle n'est pas parfaite. Moi, j'ai un petit peu peur, pour le moment, justement, d'un effet recul par rapport aux droits des femmes, parce qu'on sait, et on revient par contre sur la question des réseaux sociaux et autres, en France notamment, donc moi, je ne fais pas partie du public cible, mais notamment, on a des influenceurs masculinistes qui ciblent beaucoup les jeunes hommes. Et pour le moment, une des dernières études de l'Institut européen, justement pour l'égalité entre les hommes et les femmes, fait mention du fait que la génération des jeunes hommes, donc de plus d'une vingtaine d'années, sont beaucoup plus régressifs sur la question justement de la reconnaissance et de la lutte contre les violences faites aux femmes que les générations précédentes, les hommes de plus de 50 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment un des points sur lesquels je pense qu'il faudra se pencher de manière importante, parce que malheureusement, après, comme on l'a dit, MeToo, une certaine prise de conscience pour le moment d'être à de régresser terriblement sur la question des droits des femmes. Or, c'est ensemble, hommes et femmes, qu'on les construit, et ce sont des droits qui bénéficient tant aux hommes qu'aux femmes. Absolument. Un mot de conclusion? Là, on a quand même une résurgence d'une internationale fasciste en Europe et dans le monde qui menace en premier lieu le droit des femmes. On le voit par exemple avec Donald Trump qui interdit le mot femme dans les articles scientifiques. Donc on voit bien qu'on a justement des gens qui s'organisent pour s'en prendre aux droits des femmes. Et donc c'est important qu'on ait en face un mouvement féministe puissant qui soit accompagné par les politiques. On le dit, la honte a changé de camp. Donc maintenant, il faut en mettre les moyens derrière pour que ça se traduise concrètement dans les faits, pour éradiquer les violences sexistes, sexuelles, les violences psychologiques, verbales, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux comme au sein de nos foyers. Donc c'est important d'écouter la jeune génération qui se mobilise, qui est très consciente et qui demande l'abolition du patriarcat et l'égalité enfin dans la vraie vie et partout dans toutes les sphères à la fois économiques, sociales, etc. Maître Prota, quand je vous ai appelé, vous n'avez pas hésité 30 secondes. Non. Vous êtes ici pour dire le droit, pour dire la loi, pour dire la justice. Un mot de conclusion aussi. Bien, pour vous remercier d'être le contre-pouvoir, de nous avoir approchés, de nous avoir invités. Et ce qu'il faut voir, on en a juste parlé, mais quand on fait confiance aux juges, en réalité, dans ma carrière, j'ai quand même vu des choses harmonieuses dans les décisions. Là, c'est extrêmement choquant, et pas que pour ma cliente, pour sa petite fille aussi, puisqu'on parle de prévention, ce sont des violences qui se déroulent souvent devant des enfants et qui sont ensuite reprises parfois par les enfants. Et ça, c'est une véritable question. Mais autant il faut faire confiance aux magistrats, néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Je tenais à vous dire que sur le Conseil de l'Europe, il est quand même dit que la justice et les services répressifs font partie des institutions les plus touchées par la corruption. Le Gréco, dont on parle, qui s'occupe des violences faites aux femmes, souligne la nécessité d'assurer aux juges une véritable indépendance pour parer aux influences politiques indésirables qui peuvent entraîner des jugements partiaux et corrompus dans des intérêts autres que l'intérêt général. C'est le Conseil de l'Europe qui le dit. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour ma cliente, et concrètement, que peuvent faire aussi les parlementaires avec nous, je le dis. Mais dans des cas comme le mien, on peut avoir l'idée de saisir la DG Justice de la Commission européenne pour expliquer à la Commission européenne qu'il faut prendre des sanctions contre la France dans ce cas-là, puisque ma cliente a été privée de son droit à un recours effectif. Elle avait le droit à une protection, à ce qui est des poursuites, ça n'a pas eu lieu. Et il me semble qu'avec l'aide des parlementaires, on peut saisir la DG Justice de cette question. Un dernier mot, je voudrais dire, pour quelque chose de positif, puisqu'on a parlé du fait qu'il fallait augmenter les moyens. Évidemment, les moyens, c'est ce qui est le plus important. Mais comme je vous l'ai dit, 13 lois en France en 13 ans. Les moyens, ils augmentent, mais c'est comme les services publics, il n'y a pas que les moyens qui comptent, ça ne fait pas le printemps. En Espagne, c'est l'Espagne qui a réduit le plus drastiquement son taux de féminicide en quelques années, en ayant une idée, à mon avis, très intelligente, c'est de faire une juridiction spécialisée pour les violences conjugales. Nous, en France, on a l'auteur qui est jugé par les tribunaux correctionnels, et après, il faut aller voir le juge aux affaires familiales pour avoir son ordonnance de protection. Vous multipliez les procédures, vous multipliez les délais, vous multipliez les juges, vous multipliez la complexité. L'Espagne, avec cette mesure simple de faire une juridiction spécialisée qui s'occupe à la fois des auteurs, mais en même temps des ordonnances de protection, en recentrant ces débats, à mon avis, efficace avec les moyens qu'on lui accorde. Je pense que c'est quelque chose, mais c'est plus compliqué au niveau européen puisqu'on parle de procédure. Vous harmonisez plutôt les principes, mais en tout cas, à titre positif, je pense que des juridictions spécialisées comme celle espagnole pourraient être d'une grande aide en Europe. Monsieur Azalba. Mais moi, je pense qu'en fait, un des vrais problèmes, c'est que les femmes, elles ne dénoncent pas aujourd'hui parce que la société, elle les juge avant les tribunaux.
Donc, pour revenir à ce que vient de me dire Maître Prota, c'est très important, en fin de compte, de regarder les méthodes et regarder les meilleures pratiques. En l'occurrence, ne pas dénoncer, c'est un réel problème. Pourquoi? Parce qu'on a rendu complexe, sociétalement, on a rendu complexe, exactement comme la déclaration des effets secondaires dans des traitements médicaux, on a rendu cet élément excessivement complexe pour les victimes. Et donc, pour qu'elles aient justice après, c'est-à-dire on va leur imposer de passer au travers une relation de démonstration de la causalité. C'est exactement encore une... Et tout ça, c'est quoi? C'est quand vous avez été violé, quand vous avez été victime d'une violence, on ne devrait pas vous faire passer au travers de faire revivre, on va dire, le crime que vous avez vécu. Et je pense que la manière dont on le traite sociétalement, la réponse sociétale, que ce soit dans le monde des médias, que ce soit dans le monde politique, c'est qu'on ne se met jamais du côté des victimes, on se met du côté de la législation, on cherche toujours des excuses quelque part. Et je pense que le système aujourd'hui doit se réformer, se reformer, de manière à amener une véritable réponse aux victimes, en leur rendant facile de déclarer, en les écoutant, en leur rendant facile de démontrer la causalité, surtout dans le cas de Malika Daoust, quand vous avez un rapport, eh bien c'est immuable, vous avez un rapport, vous avez des ITT, vous n'allez pas remettre en cause, sinon on remet tout en cause. Et en fin de compte, de vérifier très vite, d'avoir une réponse qui soit adéquate, parce que quand on vit dans la peur, eh bien on ne vit plus. Et ici, ce qui en pâtit, c'est la vérité. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir répondu présent ce 8 mars 2025. Donnons-nous rendez-vous le 8 mars 2026 et j'espère avec de meilleures nouvelles, des nouvelles positives par rapport à la situation des femmes de par le monde. On a parlé de femmes européennes cette fois-ci. On va essayer de généraliser l'année prochaine. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.